Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'examine avec soin la flamboyante chevelure coiffée en chignon dans le bas de la nuque, le dos recouvert d'une douce lumière bleutée, le bas du corps délicatement enserré dans des draps bleus éparpillés sur le sol. La jeune femme est fine, son ossature est frêle, le plancher en bois est recouvert d'un vieux tapis. Un bassin pour le bain bleu, lui aussi, a été installé entre des fauteuils en osier. Une robe a été jetée sur celui situé à gauche. Extrait du nouveau roman de Kate Milley. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Merci pour l'ovation, mais attendez d'avoir vu le spectacle pour applaudir. Allez. Pas ça, chérie. Amène plutôt la comédie française. Je dois dans une chaumière vivant de mon amour et l'eau fraîche. Je n'ai pas de besoin. On aurait une grande cheminée où nous ferions rôtir les sangliers que tu tuerais à la chasse. Monsieur le Prince, écoutez-moi. Laissez-moi d'abord vous dire quelque chose de très important. C'est que je n'ai jamais aimé et que je n'aimerai plus jamais. Si vous m'avez dit qu'un jour je ferais l'amour au champagne dans un hôtel chic, ça m'aurait bien épaté. Si un jour on m'avait dit que je tomberais amoureux sous une petite blanchisseuse. Mais je veux pas d'une femme qui se donne à 3000 personnes tous les soirs. Je regrette, Polo, mais j'ai choisi. Mesdames et messieurs, le franche cancan. Voilà, franche cancan, comme on disait à l'époque. Bonsoir Kate. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. On plonge là directement dans l'ambiance avec ces films de Renoir, Jean Gabin, Françoise Arnoult, etc. C'est beau, les gens sont frais, c'est sublimé, toute cette période est sublimée, peut-être un petit peu trop. Et c'est ça que vous allez gratter, j'ai l'impression, avec votre nouveau roman, non? Je me trompe? Bien sûr. En fait, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, Oui, j'ai écrit un roman donc, qui met en Oui. scène une romancière qui a reçu une commande d'écriture. Oui. Donc, elle est appelée à écrire sur la condition des femmes à la fin du 19e siècle. Donc, elle va enquêter. Et pour enquêter, elle cherche une porte d'entrée. Oui. Et alors, sa porte d'entrée, elle va la trouver pas très très vite. Mais finalement, elle va quand même la trouver à travers donc, cette rousse, cette femme peinte par Toulouse-Lautrec. Ouais. Et à travers donc, cette femme, elle va essayer de voir mais qui c'est cette femme. Parce que le peintre est entouré de femmes. Donc, on est plongé beaucoup dans le monde de la nuit, du French Cancan, des balles. Oui, c'est pour ça que j'ai passé un extrait de ce film-là, parce que ça montre effectivement des plaisirs continus, si je puis dire. Et quand on va maintenant, comme votre narratrice, à Paris, c'est un peu différent. D'ailleurs, elle le raconte très bien. On voit le contraste, hein, les touristes américains en short qui sortent du Moulin Rouge. Y a vraiment... Enfin, c'est plus ça du tout, quoi. Tout à fait. Et elle repère un petit peu tous ces endroits. Je voudrais qu'on voit peut-être l'affiche aussi de la Goulue, parce que ça aussi, c'est sublimé. C'est dans tous les codes d'étudiants, cette affiche. Tout le monde la connaît. Tous les touristes qui vont à Paris l'achètent en bouteille, on la punaise sur les frigos. Enfin, vous voyez, pourquoi tant d'attrait, d'ailleurs? En fait, Toulouse-Lautrec, il est insaisissable. Il est associé au monde de la fête, de la nuit. En fait, c'est un fin observateur. Il a observé sa société et il n'a pas été dupe de ce monde factice. Pas du tout, parce qu'il vient d'un milieu aristocrate, Tout du à fait. sud de la France. Tout à fait. Il vient d'une très grande famille française, donc c'est un descendant. Quand on remonte très loin dans la ligne du temps, il descend même des croisés et ainsi de suite. Alors lui, voilà, c'est un homme de son époque, c'est un homme très riche, il a beaucoup d'argent, il est malade, il est infirme, il est handicapé, mais il va se couper de son milieu familial, mais pas de son argent. Il va vivre avec son argent et il va vraiment se fondre dans ce milieu montmartrois associé au monde de la fête. Mais quand on étudie bien l'œuvre de Toulouse-Lautrec, il y a toujours un regard qui va au-delà du miroir et au-delà du côté lumineux. En fait, il a beaucoup peint
tous les travers de ce monde, en fait. La noirceur derrière la lumière, c'est ça. Alors, et les peintres qui vont suivre et qui vont s'en inspirer l'ont ressenti, évidemment, parce qu'il est précurseur aussi de plusieurs mouvements. Alors, ça, c'est pour le peintre, Toulouse-Lautrec. C'est un des personnages principaux du livre, mais il y a le Désossé, enfin, ils sont tous là, quoi, tous ceux qui tournent autour de la butte Montmartre. Je voudrais qu'on revienne et qu'on regarde cette peinture. Donc, la fameuse Rousse, c'est la séance, le titre exact, c'est la Rousse. C'est la Rousse ou la toilette. Ou la toilette, exactement. Et ça, c'est à Orsay. Et votre narratrice, mais peut-être vous aussi, se retrouve à Orsay dans son enquête. Elle doit faire effectivement un livre là-dessus. Et elle tombe là-dessus. Pourquoi particulièrement cette peinture, qui est une femme de dos, effectivement, la frappe à ce point? Alors, en fait, donc... elle cherche sa porte d'entrée, alors elle est subjuguée par la Rousse. Pourquoi elle ne sait pas, comme moi aussi, c'était aussi ma porte d'entrée de mon livre. Mais qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, cette peinture? Alors c'est une période assez mystérieuse. En fait, avec une femme vue de dos, on peut tout imaginer. Et comme Lautrec était entouré de femmes, on peut se poser la question, mais qui était cette femme? Est-ce que c'était une danseuse de French Cancan? Est-ce que c'était une lavandière, une blanchisseuse? Est-ce que c'était une diseuse? Est-ce que c'était une femme de maison close? On peut tout imaginer, une femme vue de dos. Voilà. Et puis elle a quelque chose... Excusez-moi. Non, c'est rien. C'est marrant parce que vous dites blanchisseuse, diseuse, marchande de légumes. Enfin, vous n'avez pas dit ça, mais presque. On peut faire tous les métiers. Oui, tout. Mais c'est la misère aussi, en fait, parce qu'on a l'air de s'amuser, mais ces femmes sont, particulièrement les femmes, sont dans une misère assez incroyable. Vous parlez d'une foire aux modèles qui est un petit peu pour ceux qui connaissent Paris, place Clichy. Le modèle, place Pigalle. Place Pigalle, c'est l'autre place, un peu plus loin. Oui, tout à fait. Il y avait vraiment une foire aux modèles où les peintres venaient, se servaient. Tout à fait. Alors, ils louaient leur modèle à l'heure, ou au jour, ou 3 jours, 2 jours, 1 heure. Voilà. Donc, alors, ils trouvaient tout ce qu'ils voulaient, des blondes, des rousses, des femmes minces, des femmes en chair, tout était là. Ouais. Et pour ces femmes, c'était quoi? L'occasion de sortir peut-être un peu de la misère? Parce que c'est quand même de l'exploitation. Tout à fait, c'est une façon de gagner un petit peu d'argent. Elles sont toutes exploitées, hein. Toutes les danseuses. Il y en a deux ou trois qui ont réussi à faire fortune, mais après c'est pour retomber au plus vite. Ces femmes sont dans une situation de misère sociale totale. Ouais. Et ça, vous voyez, on n'en parle pas trop. Je disais en début d'émission, on sublime un petit peu cette période. On se promène, on va au Moulin Rouge, on va un peu partout et on colle des affiches. Mais tout ce côté-là, cette face noire, on n'en parle pas trop. Absolument. Vous vouliez vraiment montrer ça? Oui, tout à fait. C'est important pour vous. Tout à fait. Évidemment. Oui. Je voudrais qu'on parle d'une femme particulière, parce que vous les abordez toutes. Voilà, c'est elle. Suzanne Valadon. Je dis Suzanne, d'ailleurs, c'est Toulouse-Lautrec qui l'a baptisée Suzanne. Elle ne s'appelait pas du tout Suzanne à l'époque. Hein. Pourquoi cette femme, qui est devenue peintre, qui est une des rares femmes peintres reconnues, vous frappe autant? Alors, Suzanne Valadon, c'est un caractère entier. C'est une femme aussi issue de la misère. Elle débarque à l'âge de 5 ans à Montmartre avec sa mère qui était lingère. La petite fille, quand elle a 5 ans, 6 ans, elle vend des fruits, elle vend des légumes, des tissus, des tissus, elle met des fleurs sur des chapeaux. Donc, c'est la débrouille la plus totale. Et alors, elle veut échapper à son destin. Elle l'irradie de vie et elle mord à fond dans la vie. Elle veut devenir trapéziste. Oui, elle le devient, il y a un cirque qui est là. Le cirque se trouve là sur le boulevard Rochechouart. Ouais. Ça ne dure pas très longtemps parce qu'elle fait une chute, mais elle se relève aussitôt. Mais voilà, elle ne va pas continuer dans le monde du cirque. Et comme elle fascine les écrivains, elle fascine les peintres, elle va devenir modèle. Elle va vraiment gagner sa vie. Elle a le modèle de Renoir et de bien d'autres. Oui, parce que modèle et maîtresse aussi de Renoir, qui mettra en colère la femme l'officielle de Renoir qui voudra effacer son visage. Enfin, soit tout ça, vous avez tous ces détails. Vous avez fait énormément de recherches. Oui, j'ai beaucoup lu, j'ai fait pas mal de recherches. Oui, parce qu'il y a plein de détails qu'on connaît moins, ou qu'on connaît peu. Alors, moi, je voulais savoir aussi, parce qu'effectivement, vous dites au début, c'est l'histoire d'une narratrice qui veut écrire un livre, son éditeur lui demande de faire un livre, elle a une forme de pression. Vous vouliez parler de ça aussi, la difficulté d'écrire Oui, j'en ai aussi le côté mise en abîme. C'est pas moi la narratrice. C'est un peu vous quand même. En fait, c'est ma démarche d'écriture en fait. Et alors je trouvais assez, ça m'amuse d'écrire sur l'écriture quand j'écris un livre. Je pense que dans tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, le côté écriture intervient. Et alors elle est sous pression parce qu'elle n'a pas de porte d'entrée et elle doit écrire. Elle n'a pas tout le temps. Non,
puis surtout, oui, voilà, il lui dit, je crois que tu as 8 jours, enfin, je ne sais plus combien, elle loue un petit appartement, elle ne sait pas si elle sera payée, enfin, elle n'a pas d'argent. Pas du tout, elle doit avancer tout. Et alors après, c'est vraiment un rythme, une course contre la montre. Et alors elle avance grâce à une cartographie urbaine. Oui. Là, j'ai adoré aussi mêler errance mais une errance active. Hein. Donc c'est errance dans les rues, sur les grands boulevards. Le cimetière Montmartre, voilà. Donc elle part à la découverte de toutes ces femmes à travers des lieux qui leur sont associés. Ouais. Donc c'est rempli de synchronicité. Et alors, je crois que vous vous amusez parce qu'elle se pète le genou à un moment donné, excusez-moi l'expression, mais et là, ça nous rapproche un peu de Toulouse-Lautrec parce qu'elle se dit, je pense à Toulouse-Lautrec qui marchait sur ce boulevard Rochechouart ou un autre. Enfin voilà. Elle va jusque-là. Alors, petite confidence, moi aussi, je me suis abîmé le genou lors d'un parcours d'écriture. Voilà. Donc j'ai mis ça aussi en scène. Donc c'est vous un peu. C'est pas vraiment moi, mais un petit peu quand même. Mais voilà, juste un peu. Ouais. Et alors vous avez un amour de la peinture. Vous avez déjà écrit sur Spilliard, je crois, ou d'autres. Qu'est-ce qui vous fascine Alors j'aime le monde de l'image en fait. L'image me captive, que ce soit la photographie, les peintres, la peinture. Je peux scotcher. C'est vraiment des portes d'entrée pour moi. L'art aussi, l'architecture. Donc, vous m'avez reçu il y a pas mal d'années. J'avais écrit des polars urbains. Je suis assez visuel. Assez visuel et aussi assez attaché à la condition des femmes parce que ce livre parle de ça. Et le titre Femmes vues de dos nous interpelle évidemment. Alors, vous avez un coup de cœur. Vous m'avez dit, moi, c'est Dolly. C'est Dolly. De Edgar Günzig. C'est ça. Donc, c'est un livre écrit par Edgar Günzig et sa femme Diane Menten. Le livre s'appelle donc Dolly. Il y a une post dont j'ai 2 coups de cœur pour le bouquin et j'ai aussi un coup de cœur pour la postface écrit par Thomas Günzig, qui est le fils d'Edgar Günzig. Alors, qui est Dolly? Dolly, c'est Jacques Günzig, c'est le père d'Edgar Günzig et c'est le grand-père de... Le papy de Thomas. Voilà, de Thomas Günzig. Alors, Jacques Günzig est né en 1904 en Moravie. Il est décédé, assassiné en 1942 dans le camp de concentration Mauthausen. Et alors, cet homme a eu un destin, a eu une vie extraordinaire, enfin, un homme engagé. Donc, il est né dans une famille juive, le père est rabbin. Alors, il prend tout de suite conscience des extrémismes, il devient communiste, il part en Espagne, il participe à la guerre d'Espagne. Et après, en 1940, forcément, il devient résistant. Alors, être résistant, communiste et juif, tout ça en même temps, c'est lourd. C'est du cumul, comme on dit. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est très, très troublant, ce qui est impressionnant dans ce bouquin, c'est que donc, Edgar Günzig a vécu avec comment dirais-je, cet héritage sans faire de déni ni rien du tout, mais il ne connaissait que des choses assez éparses par rapport à la vie de son père. Donc il le dit bien, c'était des brides. Et alors, il n'y a pas longtemps, en 2015, un choc total, il reçoit une photo de son père, du corps de son père tué le long des barbelés de Mauthausen. Ça va être un déclic terrible, une prise de conscience phénoménale. Et là, il va commencer à essayer de tout mettre ensemble et partir vraiment à la découverte de qui était Dolly. L'enquête, on ira voir, c'est chez Lamirois. Le vôtre, moi, c'est 180 degrés édition. Je parlais de l'autre, Lamirois. Et l'autre, c'est Lamirois. C'est 180 degrés édition, très bon éditeur suisse, Femme vue de dos par Kate Milly. Merci beaucoup, Kate. Merci d'être passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.